entre nos disciplines. Et je vais vous parler de prédiction algorithmique et des enjeux qu'un sociologue peut se poser sur ce qui se joue aujourd'hui sur les nouvelles techniques de calcul des big data. Je vais le faire de façon très aérienne, très générale, avec parfois plus de questions que de réponses, en vous présentant aussi un petit travail que je suis en train, enfin un travail d'enquête historique sur l'intelligence artificielle que je suis en train de faire, mais qui est encore à son commencement, donc c'est juste des hypothèses que je vais délibérément forcer, juste pour provoquer la question. Alors, moi je suis venu aux algorithmes que j'avais présenté dans un petit ouvrage de synthèse, là, qui était dans ce truc-là, par la question de l'espace public, et je vais vous refaire un instant le modèle moi, que j'avais essayé très très rapidement, et pas dans un cadre scientifique, mais dans un cadre de vulgarisation en public, de mettre en place à propos des techniques de calcul de l'information sur le web, venant d'une préoccupation qui était très clairement celle d'un sociologue des médias, en fait, hein, qui était de dire, d'une certaine manière, la hiérarchie de l'information dans nos espaces publics a été structurée par les fameux gatekeepers, gardiens portiers de l'espace public, de la sociologie américaine. La conférence de rédaction était le lieu où on produisait la visibilité, où on la définissait, où on produisait l'invisibilité aussi, où on définissait l'agenda des médias, et que dans la conférence de rédaction debout, toujours, du monde, finalement il y avait quelque chose de la hiérarchie des préoccupations mise en scène dans l'espace de haute visibilité des médias qui était conçue et produite, et que du coup une partie de l'interrogation qui venait, alors elle est beaucoup trop naïve, dite comme ça, maintenant je ne reformulerai plus comme ça, mais c'est comme ça que se sont posées beaucoup des questions dans le débat algorithmique tel qu'il est né au début des années 2010, en tout cas, c'était de dire les algorithmes sont les nouveaux gatekeepers. Ils sont les nouveaux gardiens, enfin, ils sont les nouveaux systèmes de fabrication de la visibilité et de la hiérarchie, à tel point que l'audience sur le web, et on le sait, enfin, nos navigations sur le web, même si on a l'impression de naviguer dans des corpus d'informations absolument colossaux, en fait, on navigue sur très très peu d'informations disponibles, et les chiffres là sont complètement sous-estimés en fait. Hein. La réalité, c'est qu'on navigue sur rien du tout de ce qui est potentiellement disponible sur le web, et que si on le fait, c'est parce que Google, les retweets, les nombres de vues, etc., ont classé les informations d'une manière telle que nous circulons sur le sommet de on va dire, de la canopée des informations. Alors, ça c'était pour présenter très rapidement le questionnement initial. Il y a un deuxième questionnement plus complexe sur lequel certains d'entre vous connaissent beaucoup, alors dans lequel je vais un peu revenir avec l'intelligence artificielle, qui est que quand on parle et qu'on travaille sur les algorithmes, on rencontre constamment, et je pense aussi que, alors c'est évidemment une représentation de sens commun, mais c'est une représentation de sens commun qui partage aussi les disciplines scientifiques. Alors elle est un peu éprouvante pour les gens des sciences, de la sociologie des sciences et des techniques, c'est qu'on réanime constamment cette chose, les humains, les machines, et une sorte de conflit, de points de tension, de définitions différentes des agilités, des agentivités entre les humains et les machines, et que évidemment le débat sur l'intelligence artificielle sur lequel je vais revenir ne cesse, en tout cas dans l'espace public, mais je dirais avec précaution, dans un certain espace intellectuel aussi, de nous refaire la grande opération de la confrontation des humains et des artefacts techniques. Bon, la position évidemment moi que je défends à la suite de toute la sociologie des sciences et des techniques développées en France par Bruno Latour et Michel Canon, c'est que les couplages entre les humains et les non-humains, les formes d'association, les dispositifs, les arrangements entre les formes sociales et les formes techniques sont si fortement encastrés qu'on a un intérêt majeur à réfléchir au type de couplage que nous formons avec des environnements socio-techniques, éventuellement à les comparer, éventuellement à porter des jugements normatifs et moraux sur leur qualité ou leur toxicité, mais que ce retour, moi je dirais humaniste, constamment opposé aux techniques, aux calculs et aux algorithmes, est sans doute, me semble-t-il, je le dis voilà, avec prudence, mais en même temps je l'envoie un peu fortement, voilà, cette défense, un petit peu comme ça,
des propriétés ineffables, subtiles, sagaces de l'intelligence humaine, enfin de l'humain face aux machines, et souvent une assez mauvaise manière de poser des problèmes quand on regarde les nouveaux environnements sociotechniques. Alors, le point de mon argument, dans un petit ouvrage que j'avais présenté, auquel je suis très attaché, qui vient de la sociologie des sciences et des techniques, c'est évidemment de dire que quand on fabrique une architecture de calcul, et moi les architectures de calcul qui m'intéressent, c'est celles qui ont été produites par les grands services du web, quand on fabrique une architecture de calcul, les ingénieurs qui la fabriquent, les informaticiens qui codent, et l'entreprise qui paye les ingénieurs et les informaticiens, projettent dans le calcul une politique, un projet et un principe. Et que d'une certaine manière, on peut, en anthropologie des sciences et des techniques, on peut essayer de faire se donner comme ambition, ce qui est une ambition un peu lourde sans doute, mais comme ambition d'essayer de regarder dans cet espace de fabrication des calculateurs, que je vais appeler des algorithmes, de regarder quelle est la forme de société ou la forme de politique qui est mise en œuvre, et dans le cas particulier du classement de l'information, puisque c'est de ça dont je parle, de voir quel est le type de hiérarchie désirable du classement de l'information qui est mise en forme par ceux qui ont produit l'infrastructure technique en question, et qu'évidemment il y a des enjeux épistémiques, sociologiques, commerciaux, qui sont enfermés à l'intérieur de la fabrication du mode de calcul. Et que c'est pour ça, d'une certaine manière, que nous ne devons pas laisser entièrement aux informaticiens le soin de nous dire c'est trop compliqué pour vous, vous n'allez pas voir comprendre ce que ça fait. On a un intérêt majeur à faire ce travail avec eux, de mise en intelligibilité de l'infrastructure de calcul, et en tout cas du projet que l'infrastructure de calcul a à l'égard du monde, et notamment des informations qui vont être classées dans ce système. Alors, moi j'ai une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin elle marche bien, qui est de dire, d'une certaine manière, on a un algorithme depuis très longtemps qu'on n'a jamais appelé algorithme, mais qui est le système électoral, qui est le choix du système électoral. Et on sait très bien, alors ça, les travaux de sciences politiques l'ont montré, les très anciennes et très fameuses et assez robustes lois de Duverger nous montraient que quand on choisit un système électoral qui est scrutin uninominal à un tour par circonscription, modèle anglais, on produit un modèle politique qui est bipartisan, et que quand on produit un système nominal à 2 tours par circonscription, ou bien surtout un proportionnel à quotient bas, on produit des mondes politiques multipartisans. Alors, je prends juste cet exemple pour dire qu'on a bien quelque chose de l'ordre de l'algorithme. On met des voix dans des urnes, qui est la forme des députés. Donc on a un système de calcul qui va faire une transformation des voix en députés, et on voit bien que le choix de l'algorithme produit un monde qui n'est pas le même. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce monde, il façonne ensuite la vie politique de l'Angleterre, pour l'uninominal à un tour par circonscription, ou d'Israël, pour un proportionnel à seuil bas, et que les gens qui y vivent, la manière dont la vie politique s'organise, les représentations qu'ont les citoyens anglais ou israéliens de la politique, ne sont pas du tout les mêmes, parce que l'algorithme a structuré différemment la forme de la vie politique, et que ça peut être une sorte d'effet, alors on va dire c'est performatif, ça produit une forme sociale, une forme politique, une manière d'être, une manière de penser la politique, une manière de s'engager dans la politique qui est différente. On a bien un système technique qui produit des effets mécaniques sur la distribution des voix. On a du coup une vie politique et culturelle qui est structurée par une vie, on va dire, politique, socioculturelle, en fonction de traditions, d'idées et de culture. Et quand on dit assemblage sociotechnique, on voit bien que le système sociotechnique et le système culturel de la vie politique s'articulent ensemble très très fortement pour façonner le genre de vie politique qu'on va avoir en Angleterre ou en Israël de façon forte. Et ce qui, évidemment, a des résonances, on va dire, citoyennes, politiques fortes, c'est que le choix de l'algorithme, système électoral, a des conséquences politiques si fortes. C'est pour ça que nous débattons, enfin dans certains pays, ça dépend, mais nous en France on en débat tout le temps, du choix de notre système électoral, parce qu'on sait qu'il a des conséquences beaucoup plus importantes sur toute une série de phénomènes. Alors, moi ce que j'avais fait, mais je vous le déroule à toute vitesse pour aller sur mon sujet, ce que j'avais essayé de suggérer, c'était une simplification naïve et rapide de 4 manières de classer l'information.
me semble que la meilleure manière finalement d'entrer dans les calculateurs en sociologue, pour essayer de dire quels sont le genre de formes de vie qu'ils produisent, c'est non pas de dire, dans une sorte d'opposition un peu stérile, me semble-t-il, à la rationalité calculatrice qui viendrait nous dominer, aliéner et assujettir le sujet à un ordre néolibéral computationnel, je caricature, c'est un peu ça qu'on entend parfois, mais d'essayer de dire, finalement, essayer de montrer que les choix qui ont été faits dans l'infrastructure de calcul produisent des mondes différents, et que du coup, s'il y a des mondes différents, il y a bien de la politique, parce qu'il faut arbitrer entre les choix qu'on fait dans les formes d'assemblage, de couplage, que nous allons faire avec des solutions calculatoires, computationnelles, qui peuvent être très différentes. Et que les mettre en tension, c'est d'une certaine manière exercer une vigilance critique et politique à l'égard de la manière dont l'information est classée, puisque c'est le sujet qui m'intéressait. Alors moi j'avais pris une métaphore qui était de dire on va mettre des données, puis on va mettre le calculateur, on va faire tourner autour des données, et puis essayer de dégager 4 familles de calcul. L'une était de mettre le calculateur à côté des données, et dans ces cas-là, ce que on mesurait, c'était la popularité, sachant que dans le monde numérique, les mesures de popularité, qui sont en fait une simple traduction, translation, des formes de la mesure d'audience de la radio et de la télévision au web, qui ne sont pas très originales, on compte les visiteurs uniques, on classe les sites parce qu'ils ont le plus de vues, et on vend ça au marché publicitaire pour fixer un pricing sur les affichages. Bon, en fait, c'est pas très original. Mais ça mesure bien un monde dans lequel ce qui est le plus visible est ce qui est le plus populaire. Et ça, d'une certaine manière, le monde numérique a hérité des médias traditionnels de cette représentation-là de la visibilité. Il reste de classer l'information, qui est de mettre le calculateur au-dessus des données. Et par là, j'entends le travail qui a été fait à la fois par toute la culture des pionniers de l'Internet, c'est-à-dire tous les métriques de la méritocratie des grandes communautés, du logiciel libre, de Wikipédia, etc., procèdent de cette manière-là. Mais évidemment, le formalisme procédural et calculatoire a été mis en place par Google avec le PageRank. Et donc, le PageRank, d'une certaine manière, l'algorithme inventé par Sergey Brin et Larry Page, mais repris à une longue tradition venant du Silent Citation Index de Garfield, etc., est une forme d'incarnation assez particulière d'une autre manière de dire, de classer ce qui doit être vu en premier, en considérant que c'est l'autorité de l'information telle qu'elle est mesurée par la citation qui est donnée par les autres éditeurs, émetteurs, énonciateurs du web, en calculant les liens hypertextes entrant sur les sites pour produire une hiérarchie, en hiérarchisant ces votes par les liens de façon récursive avec des poids différents en fonction du nombre de liens reçus par les votants, etc. etc. Et ce principe propose une approximation de la qualité qui est assez singulier et qui va faire la réussite de Google. Et j'entre pas dans tout le débat, j'ai beaucoup travaillé et écrit là-dessus. L'air de rien et contre tout ce qu'on nous dit pour l'instant. Le Google Score, il a 200 index, 200 signaux, etc. Mais c'est toujours cette idée de l'autorité qui circule dans les liens, avec plein d'autres signaux qui viennent la nourrir, l'enrichir, la compléter, mais c'est toujours cette idée de l'autorité qui est en grande partie au cœur du fonctionnement du moteur de recherche. Je sais qu'il y a plein de gens pour dire le contraire, mais tous les gens un peu sérieux en référencement vous diront que vous ne serez jamais classé si votre site n'a pas reçu de lien entrant. Et ça, ça sera très difficile à faire. J'avais ensuite, moi, essayé de pousser l'idée qu'il y avait une troisième famille qui s'était mise en place, qu'elle est complètement différente, elle s'appuie sur une épistémologie qui est très différente et qui est venue avec le web social, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et dans lequel on ne produit plus un classement pour tout le monde, je vais y revenir, on produit un classement pour chacun tel qu'il s'est lui-même autodéfini en définissant un réseau d'affinités, en choisissant des amis, des followers sur Instagram, Facebook et consorts. Et que du coup, les métriques de réputation, de viralité, de déplacement vont façonner un espace de visibilité dans lequel ce n'est plus la popularité, mais ce n'est plus l'autorité non plus. Et d'ailleurs, l'autorité et la réputation ne se sont jamais mêlées ensemble, et ça fait
les efforts qui ont été faits, c'était dans les années 2007-2011, pour essayer d'intégrer de la métrique sociale dans le classement du PageRank, enfin du Google Score, ont tout échoué. Ce n'est pas le même signal, c'est un autre signal qui se met en place et qui va permettre de produire la réputation des individus dans cet espace. Alors, j'ai présenté ça très vite parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la quatrième famille, ce dont je vais parler. C'est que dans mon affaire, je faisais apparaître, à partir des algorithmes de recommandation, l'idée qu'il y avait une quatrième manière de classer l'information pour les individus, qui là ne s'appuie pas sur l'idée qu'on fait le même classement pour tous, plus ou moins la popularité et l'autorité, qu'on ne fait pas le même classement pour le réseau affinitaire, mais qu'on produit pour chaque individu un classement spécifique qui lui prédit la bonne chose à recommander ou à faire dans l'action qui va suivre. Du coup, le calculateur se met, je vais y revenir, sous les données, dans ma métaphore, et ce qu'il propose, c'est une prédiction. Et le terme qui va revenir de façon centrale, c'est celui de la prédiction. Ce n'est pas une prédiction sur l'ensemble de la société, ça c'est pas du tout l'intention des calculateurs du web, c'est une prédiction pour l'individu. Une prédiction qui va être liée non seulement à des particularités de l'individu, mais à des particularités du contexte dans lequel les particularités de l'individu sont ou ne sont pas sollicitées. Ce qui est d'une certaine manière le défi un peu majeur auquel ces algorithmes prétendent, et j'insiste bien parce que je vais faire comme s'ils marchaient, alors que la réalité c'est que ça marche pas très, enfin à mon avis, pas si bien que ça, mais fonctionner. Alors du coup, voilà, j'avais comme ça dessiné 4 manières d'essayer de proposer des techniques enfin, des associations entre des infrastructures techniques et une représentation désirable du point de vue de l'algorithme, de ceux qui le conçoivent, de ce que devrait être la bonne approximation d'un classement ou d'une hiérarchie de l'information donnée à l'internaute. Alors, si je veux vous parler de la quatrième famille, c'est parce que c'est le sujet de recherche auquel je travaille actuellement, mais c'est aussi parce que dans cette quatrième famille, je vais y venir, les techniques algorithmiques mobilisées, et notamment les techniques statistiques d'apprentissage, jouent un rôle considérable, jouent un rôle de plus en plus considérable, et d'une certaine manière jouent un rôle si intrigant. Alors, et là, je le dis avec prudence, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informaticiens dans la salle et que j'aimerais bien justement qu'ils m'expliquent et qu'on puisse en discuter, que, bon, en visitant les laboratoires d'informatique, on voit à quel point aujourd'hui les techniques dites d'apprentissage, et notamment l'une d'elles, qui est le deep learning, est en train, d'une certaine manière, de s'infiltrer dans les 3 autres mesures que j'avais mises en place. Ça ne veut pas dire que le principe qui était au cœur des règles de fabrication des scores et des métriques dans les autres est disparu, mais ça veut dire qu'une grande partie, en fait, des méthodes de calcul qui sont mises en place viennent de ces mondes de la prédiction de façon forte. Alors, qu'est-ce qui est en jeu dans cette affaire? Je vais là commencer à naviguer de façon un peu décousue sur un certain nombre de questions qui viennent d'abord d'une question très très bête et qui est toujours liée à la sociologie des médias. C'est que finalement, le web a proposé, le web des origines proposait à tout le monde à peu près le même classement. Hein, et donc on avait cette idée assez centrale en fait dans les formes de l'espace public, c'est que bon, on ne réécrit pas le journal pour chaque individu, on produit un classement pour tous, et que la tendance dominante aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître partout, ce qui est d'une certaine manière, on pourrait dire, l'idéologie commerciale de chaque start-up qui développe un service, c'est de dire on va vous donner une information pour vous. Et donc le classement, le calcul doit être fait pour l'individu et ne pas nécessairement, forcément, être celui qui est proposé à tout le monde. Alors il me semble que ce joue-là, je le dis de façon très générale, et ça va paraître très général, se joue là quelque chose autour d'une nouvelle définition, représentation de la société qui est en jeu à travers ces calculs, et que évidemment en jeu il y a quelque chose qui nous rappelle aux travaux d'historiens et de sociologues qui ont été faits sur la tradition statistique. Et je pense évidemment aux travaux d'Alain Desrosières, mais aussi à toute la tradition de Yann King, Lorraine Daston, enfin, ce qu'on appelle l'école de Bielefeld. Et
dans cette école avait été mise en scène de façon très très forte cette idée que quand la statistique fréquentiste l'a emportée au XIXe siècle, elle a d'une certaine manière rassuré les sociétés, les démocraties qui avaient redonné d'une certaine manière, redonné en tout cas les fondations, on pourrait dire, philosophiques de démocratie, redonner la liberté aux individus d'être des sujets autonomes, pour montrer d'une certaine manière, rattraper cette liberté donnée aux individus en montrant qu'il y avait des régularités. Donc en fait, les gens ne font pas n'importe quoi. Il y a une stabilité de la société, et cette stabilité, on l'a retrouvée en décrivant la société, en faisant des tableaux par le haut de la société, avec des grandes catégories de description. Et donc moi, il me semble, le travail évidemment d'Alain Desrosières est très influent sur cette question, que tout le travail qui a été fait pour décrire sexe, âge, profession, niveau de diplôme, territoire, revenus, etc., pour catégoriser la société et pour ensuite trouver des régularités entre les individus, a permis une description par le haut de la société dans laquelle des individus libres avaient cependant des régularités statistiques qui permettaient à l'État, parce que évidemment l'État et les statistiques sont intimement, complètement associés, de faire des représentations de la société dans lesquelles, d'une certaine manière, il y a suffisamment de régularité pour réduire la part d'incertitude que cette liberté du sujet conquise avec les grandes révolutions démocratiques de la fin du XVIIIe avait donné aux individus. C'est l'argument de Yanakin. Alors, ce qui devient la question d'interrogation que j'essaie de pousser, mais à un niveau très général, c'est de dire si, d'une certaine manière, c'est un peu symptomatique ce que je veux dire, mais d'une certaine manière, si on regarde les nouvelles techniques de calcul qui se mettent en place, ils passent leur temps à dire on va calculer, on va prédire ce que vont faire les gens sous la catégorie auquel les statistiques nous avaient habitués. On va essayer de descendre en dessous. On va essayer de prendre les individus à un autre endroit qui serait plus précis que les descriptions statistiques des individus. Alors je vais le redire avec des petits dessins mal foutus, qui était de dire, bah, alors voilà, illustrons cette affaire, on pourrait dire la définition traditionnelle, on va dire du modèle par le haut, de la description catégorielle des statistiques, c'est qu'on a bien des items et des users, on pourrait dire des users et des pratiques, j'essaie de le dire dans le vocabulaire du filtrage collaboratif ou des algorithmes. Il faut bien assurer la distribution entre des biens ou bien des pratiques, par exemple des pratiques culturelles, ou des consommations, de médias, etc., et puis des utilisateurs, et que pour assurer cette distribution, le modèle que je viens de décrire s'est appuyé très largement sur la catégorisation et des biens et des personnes. Et que ça a été au cœur, d'une certaine manière, du travail que la démographie, la sociologie, on pourrait presque le dire, de la géographie, même si les conditions sont très différentes, et puis évidemment du marketing, ont mis en place au XIXe siècle, et qui a été le cœur même des sociétés industrielles au XXe siècle. À travers, alors je prends les livres, mais le genre, le style, le type et l'histoire, on va avoir une classification, la Dewey, pour classer la documentation, et puis on va ensuite avoir des individus, donc on va décrire des propriétés qui vont être relativement stables et durables sur les individus, qui sont genre, âge, statut, socio-éducation, mais on peut leur demander plein de choses sur leurs attitudes et sur leurs préférences, et puis de ces systèmes qui font convention, ça c'est aussi autre chose auquel il faudrait insister, c'est que ces systèmes catégoriels deviennent aussi des conventions catégorielles qui vont avoir une force, d'abord dans leur organisation logique, dans la distribution des états qu'elles proposent et aux biens et aux personnes qu'elles vont permettre de classer, qui sont suffisamment stables pour faire l'objet de représentations plus ou moins partagées dans nos sociétés. On va trouver des régularités entre les individus. Pour ceux qui se... Je sais qu'il y a des statisticiens, pour ceux qui se souviennent, enfin, que d'une certaine manière, le milieu du XIXe siècle, quand Keckley, Galton et les autres vont montrer qu'il y a des régularités, tout le monde va être surpris. La régularité de naissance, la régularité criminelle, le fait que chaque année on a le même nombre de crimes, ça fait bon, le fait que finalement, quand on décrit la société par le haut avec ce système catégoriel, qui est ces régularités vont être très importants, et d'une certaine manière, le modèle fréquentiste
de la statistique sociale qui va se mettre en place va constamment mobiliser cette idée que s'il y a des régularités, c'est qu'il y a des causes constantes, puis il y a des causes qui sont plus contingentes, mais il suffit d'avoir les causes constantes pour arriver à réduire l'incertitude sur l'autonomie des individus. Je vous passe mes affaires Ketley Galton. Je vous montre quand même, moi j'aime toujours montrer ce graphe formidable, un chef-d'œuvre absolu de la sociologie de Pierre Bourdieu, parce que, dont on sait qu'il a été un peu fait à la main, hein, mais dans la distinction, on a ces moments absolument magiques où on a, alors j'en prends un au hasard, employé commercial, bière, football et accordéon. Donc on a bien cette idée que des propriétés sur les individus et des propriétés sur les objets ou sur les pratiques sociales font l'objet de régularités suffisamment stables. C'est pas déterministe, et ce serait faire injure à Pierre Bourdieu de penser que son modèle est un déterminisme idiot, mais il y a cette idée que finalement le tableau de la société peut être dressé dans cette organisation entre les biens et les individus à partir d'un système catégoriel. Et le marketing, et du coup le marché publicitaire, n'a jamais fait que reprendre aux grandes sciences sociales, démographie, sociologie, etc., un système de description des attitudes, des comportements et des profils des individus en segments qui appliquent exactement le même type de raisonnement. Alors, le point sur lequel je pourrais insister, c'est que ces corrélations ou ces régularités observées par le haut dans la société ont aussi formé nos représentations individuelles et ordinaires et de sens commun de la société. C'est entre le travail des sciences humaines et les catégories ordinaires des individus pour que les représentations deviennent des dispositions. Et moi, je suis toujours très attentif à ce travail qui m'a énormément marqué, de Laurent Thévenot, vieux travail, mais il avait 83. Il avait écrit en anglais, il a été retraduit en français, qui s'appelle Finding One Space in Social Space, dans lequel Luc Boltanski et Laurent Thévenot avaient montré à quel point, c'était un jeu fait à l'INSEE, avec des questions qu'on achetait, il fallait deviner la profession des personnes. Il y avait des questions qui coûtaient cher, le niveau de diplôme, et puis il y avait des questions qui coûtaient pas cher, quel est le dernier film qu'il a vu, quel est le dernier livre qu'il a vu, etc. Et on voit très bien qu'il y a plein d'individus dans l'espace social, et notamment toutes les professions de la relation clientèle, habituées à ce décryptage social, qui a des représentations sur la nature de la société, dans lequel, avec des signaux très fins, habillement, il a voyagé où, etc., parvient très bien à décoder la profession des individus. Donc, le système de représentation de la société et la construction de notre sens ordinaire, du placement des statuts sociaux, etc., fonctionnent d'une certaine manière ensemble. Alors, j'insiste là-dessus parce que ce que je voudrais vous dire, c'est que, me semble-t-il, ce qu'essaient de faire les algorithmes, c'est de produire une sorte de description de la société qui adhérerait à un modèle d'individuation très forte de nos sociétés, pour dire ces tableaux ne fonctionnent plus. Ces tableaux ne sont pas... Alors, c'est pas tellement qu'ils ne fonctionnent plus, c'est qu'ils fonctionnent mais ils sont trop grossiers. Et que ce que demandent les individus et ce que demandent ceux qui fabriquent des services pour ordonner et recommander de l'information ne fonctionnent plus sur la même chose, le même principe, avec une idée sous-jacente, c'est que comme la représentation politique, comme les médias, on va dire, centraux, dominants, etc., ne cesse de s'affirmer dans nos sociétés une critique à l'égard des formes de représentation écrasantes, moyennes, dominantes, hégémoniques, qui sont produits par les tableaux par le haut de la société, et qu'on pourrait dire de la catégorie statistique traditionnelle, telle que je viens de la définir, qu'elle est elle aussi en crise, tout comme les médias ou la politique. Les individus ne veulent plus être catégorisés de la même manière, ils ne veulent pas appartenir à ces moyennes uniformes et homogènes, ils passent leur temps, je caricature, à affirmer une sorte de singularité expressive dans laquelle la diversité de nos choix, de nos goûts, de nos principes, etc., devient une affirmation constante du sujet contemporain et de son autonomie. Les gens qui travaillent sur la consommation ne cessent d'insister sur cette individualisation des formes de vie et sur l'idée aussi que l'identité est changeante et que, d'une certaine manière, ces catégorisations qui nous stabilisent dans des statuts ne prennent pas en compte, je vais y revenir, la variabilité incroyable
du contexte chez la même personne et chez le même individu. Alors, tout ça pour essayer d'entrer dans les nouveaux algorithmes, pour dire qu'il me semble que les nouveaux algorithmes, ils essayent, enfin, ils font une proposition, je ne dis pas, j'insiste, je ne dis pas qu'elle marche, mais ils font une proposition qui est de dire, ok, on a cette transformation qui fait l'objet de plein de débats que j'ai caricaturés ici, essayons d'y répondre avec des data et des calculs qui soient adaptés à la forme que prend cette société pour lui faire une réponse qui soit plus en phase, d'une certaine manière, avec ces transformations, et qu'ils essayent de le faire en faisant trois choses. La première, c'est de descendre sous la catégorie en augmentant la granularité des données qui vont servir de signaux au calculateur. La deuxième, c'est de ne pas stabiliser les modèles sur une forme fixe et hypothétique ex ante, pour laisser les modèles s'adapter à la variété des signaux. Et la troisième, c'est de dire le bon modèle sera celui qui sera le plus efficace pour l'utilisateur. Et il me semble que finalement les big data, enfin ce qu'on appelle big data, c'est des stratégies pour trouver avec les données numériques des solutions pour mettre en place ce genre d'infrastructure. J'insiste, il ne me semble pas que ce soit parfaitement le cas, et il ne me semble pas que ce soit parfaitement fait. Alors, j'ai beaucoup insisté sur la première dimension, parce que c'est celle sur laquelle j'ai le plus travaillé, mais évidemment, les deux autres sont importantes. La première, c'est de descendre la granularité. Alors ça, c'est tout à fait fascinant. Si on regarde d'abord les objets, les items, les pratiques, hein, on a eu dans les algorithmes du web toute une série d'opérations que vous avez faites, que j'ai faites, on a tous fait ça, qui est d'essayer de se dire, on va mieux catégoriser les objets, on va les catégoriser différemment. On va par exemple demander à la foule de mettre les catégories plutôt qu'imposer du haut. Prenez l'exemple de la classification d'Eway en documentation. On ne va pas classer du haut avec un corps spécialiste de la convention catégorielle, mais on va tout simplement demander à la foule de produire des catégories. Alors ça, c'est d'une certaine manière la réponse que le web a constamment apportée. Le PageRank, évoqué tout à l'heure, ne fait que fonctionner comme ça. Google calcule, il ne voudrait calculer, son rêve secret du PageRank, c'est de ne vouloir calculer que ce que les liens dits naturels ou organiques que les services se sont envoyés entre eux, sans jamais lui-même produire trop de catégories. Sur l'intelligence collective des webmasters qui produisent des liens, comme on disait il y a quelques années dans le jargon de la sagesse des foules. Et on pourrait prendre plein d'autres éléments de ce type-là pour montrer que les catégories viennent eux-mêmes, ou en tout cas les catégories qui vont être utilisées dans les calculateurs viennent elles-mêmes des acteurs qui les produisent. Et toutes les stratégies de tagging, de folksonomy, etc. jouent dans cet esprit. L'exemple évidemment qui vient à l'esprit est celui de Netflix. Alors ça a changé, mais il y avait ce fameux papier de Madrigal, je ne sais pas si certains d'entre vous là, qui travaillent sur la recommandation culturelle se souviennent de ce papier, qui était quand même très marquant, qui était de nous raconter l'algorithme de Netflix en montrant que plutôt que de faire les catégories films d'action, comédie sentimentale, je ne sais pas, les grosses catégories un peu vulgaires dans lesquelles on enferme les films, de faire décrire à la main, puis maintenant de façon un peu automatique, mais finalement ils sont en train de se dire que ce n'est pas la bonne solution, plein de propriétés du film, comme un jet, et on jette dessus tous les tags possibles et imaginables. L'héroïne a une robe rouge, ils ont passé des vacances à la montagne, il y a un accident de voiture. On décrit le film, on met des catégories, on pose des catégories sur chacun des films, on peut en ajouter à foison, et puis à la fin on a des représentations synthétiques, parce qu'elles sont montrées à l'utilisateur qui n'y comprend plus rien, mais de films qui sont en fait l'association de catégories dominantes